Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravi en tant que directeur de l'EE Lyon de vous accueillir au sein de cet amphithéâtre sur le campus de la manufacture des tabacs pour une conférence autour de cette thématique de la recherche et du modèle français, décroché, point d'interrogation. Pour nous, en tant qu'école universitaire de management, nous sommes un lieu, bien entendu, de diffusion de connaissances et de formation, mais aussi un lieu dans lequel on interroge les connaissances, dans lequel on interroge les pratiques de gestion et les techniques et les pratiques des organisations socio-économiques. Et pour nous, c'est donc, ça a été un grand plaisir de pouvoir accepter, donc accueillir ce débat ce soir, parce qu'il est vrai que dans nos champs des sciences humaines et sociales, et en particulier dans celles qui sont impliquées, à savoir les sciences de gestion, les débats autour des thématiques de la recherche sont vraiment des choses qui nous tiennent à cœur, de façon à démontrer combien c'est également des domaines dans lesquels il est important de pouvoir avoir une recherche qui anime, bien entendu, les connaissances, mais également après l'ensemble des activités que nous pouvons délivrer. Alors, un grand merci à notre partenaire et acteur de l'économie qui nous a associés à cette manifestation. Je suis sûr que nous aurons un débat riche et important ce soir et je ne serai pas plus long. Je vous souhaite dès à présent donc un excellent débat et donc une très bonne soirée. Merci Jérôme. En entame, j'aimerais demander à chacun de vous deux, qui avait un parcours varié, multiple, composite, sous quelle casquette, parmi les X que vous portez, X n'étant pas polytechnique, hein, sous quel point de vue, activité vous présentez ce soir? Praticien de la recherche, enseignant, directeur de l'école, professeur d'université, au choix? Plusieurs. La recherche étant multidisciplinaire, vous avez droit au moins à 3 ou 4. On va dire professeur, alors. Professeur. Entendu. Axel Kahn. Moi, j'ai été chercheur et président d'université et j'interviendrai à l'un et à l'autre titre. Merci. Alors, nous sommes là ce soir en droit de suite de ces assises nationales de la recherche. Au-delà du plaisir qui nous vaut de vous accueillir, qu'est-ce que vous pensez de ces grandes, je dirais, manifestations, Assises 2004, Assises 2012? Déjà, ce mot Assise, je me demande si pour la recherche, on ne devrait pas plutôt dire debout. À quoi ça sert, à votre avis, ce rituel? Tu commences? Alors, je vais commencer. Parce que tu es à ma gauche. Parce que je suis à la gauche. Et qu'il y a effectivement une raison de gauche à ces assises. C'est que beaucoup de ces assises, j'ai assisté et j'ai participé à beaucoup d'entre elles. Je me rappelle très bien celle de Chevènement en 81. Je me rappelle bien celle de Fillon également. Celle-ci, j'ai suivi de plus loin. Mais chacune avait sa raison d'être un peu différente. En 81, il y a eu d'un seul coup une masse d'argent absolument incroyable qui s'est abattue comme une pluie, une manne sur le monde de la recherche, sans réorganisation, mais il fallait naturellement qu'il puisse y avoir un moment extrêmement fort pour marquer ce qu'était l'utilisation de cet effort national qui avait été promis et qui a commencé d'être engagé. Dans le cas de François Fillon, c'était un peu particulier. L'ambition de ces assises n'était pas, je crois, tout à fait considérable. Il était déjà tout de même de marquer ce qui était faire un point d'étape. Voilà, un point d'étape sur des insuffisances, des réorganisations, mais j'y ai participé et en tant que membre de la direction de l'INSERM et en tant que membre du comité directeur du CNRS. Et je ne me rappelle pas que cela a été tout à fait bouleversant. Dans ces assises-là, je pense qu'il y avait une nécessité de toute façon. C'est-à-dire que c'est la gauche qui a gagné et une grande partie des forces qui, dans les universités, dans les laboratoires, se trouvaient plutôt opposées aux réformes de ces derniers temps, se trouvaient parmi les électeurs de la gauche. Et par conséquent, de toute façon, il était totalement impératif de créer un débat pour que chacun dise ce qu'il avait sur le cœur. C'était absolument fondamental. On ne pouvait pas faire l'économie de ces assises. Alors maintenant, on va voir réellement ce qui va advenir. Mais vous êtes dans une situation de cet ordre. On va en reparler avec Philippe tout à l'heure. Il y a eu depuis 2004, 2003-2004,
toute une série de réorganisations, de modifications, de réformes de la recherche et de l'enseignement supérieur. Presque toujours, ça s'est fait dans une atmosphère assez conflictuelle. Et à un moment donné, il y a un changement de majorité. Et il se trouve que ceux qui ont été dans la conflictualité dans la période antérieure ont été, en gros, les électeurs de ceux qui ont gagné. Ah, que voulez-vous? Quoi que vous en pensiez, il faut leur donner la parole et c'est ce qui a été fait. Merci Philippe Giller. Autre point de vue? Oh bah, oui, Vous êtes à la droite d'Axel Kahn? Toujours. Non. Le problème, c'est aussi la mémoire que l'on doit avoir sur ces assises. Elles ont effectivement ce rôle un petit peu... voilà, on expie... Démonctoire. Voilà, on expie, on fait un certain nombre d'exercices comme ça. Mais après, ce qui est assez étonnant, c'est que très souvent, après ces assises, il y a des textes qui sortent, il y a des gouvernements qui prennent des décisions, souvent à l'issue de ces assises, et la plupart du temps, on oublie. Et moi, je me souviens que, c'est un secret pour personne, moi j'ai travaillé au cabinet de Valérie Pécresse, j'en étais le directeur de cabinet. Moi, je me souviens, quand on a pris les affaires, comme on dit, on était dans la suite de la réforme de 2006, donc de la loi sur la recherche, d'orientation sur la recherche. Puis il y a eu la loi... Ces lois, elles ne sortent pas du chapeau. Elles sortent très souvent de textes qui viennent de ces assises. Moi, j'avais participé au débat de Sauvons la recherche, je m'en souviens très bien, il y avait quelqu'un de mes collègues qui sont là qui y était aussi. C'est même parti d'ailleurs de certains de mes collègues là d'ailleurs qui sont ici. Et à l'issue, par exemple, juste vous donner 3 exemples de ce qui se passe aujourd'hui dans les assises de la recherche et ce qui s'est passé en 2004 avec Sauvons la recherche, qui était un mouvement très très intéressant. Qui est parti de mon institut, comme tu sais. Je pourrais en donner des éléments de l'Institut Cochin, au départ, Alain Trottmann. Quelqu'un que je connais bien ici. Mais, et c'est des choses qui étaient très saines. Mais après, il y a des politiques qui se saisissent du dossier et puis qui essayent de faire des réformes. Que disait, par exemple, juste deux, trois indications. Aujourd'hui, dans les assises de la recherche, on demande la suppression de l'ANR, de l'Agence nationale de la recherche. On demande la suppression de l'Agence d'évaluation de la recherche scientifique et de l'AERES. On demande la titularisation de tous les postes de CDD qui ont été demandés. Alors, je vous invite à relire le livre de Sauvons la recherche, qui est 140 pages de propositions. Dans ces propositions, il y avait la création d'une agence de financement de la recherche, il y avait la demande d'une création d'agences d'évaluation qui devaient tous les 5 ans venir voir les universités, venir évaluer les organismes de recherche. Il y avait une demande absolument essentielle de tous les chercheurs et de tous les professeurs d'université d'avoir la création de post-doctorats. Les post-doctorants, ce sont des contrats à durée déterminée, et ils ont été tous demandés. Il y a eu une demande des augmentations des salaires des doctorants et des maîtres de conférences. Tout ça, ça a été fait entre 2006 et 2010. Et maintenant, tout ça s'est remis en question. Donc à un moment donné, ce que moi je demande très souvent quand on fait des débats, c'est aussi qu'on ait ce travail un petit peu de mémoire, qui n'est pas de la mémoire à longue distance, qui est de la mémoire plutôt à 10 ans, vraiment de la longue distance, mais aussi qu'on revisite nos ambiguïtés, nous autres, quand nous faisons des demandes et quand nous faisons des réformes et que nous les critiquons. Alors on va peut-être aller là-dessus. Axel Kahn. Oui, simplement sur ce point. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas suivi de très près, mais tout de même... J'ai même été ici à Lyon le grand témoin des assises de Rhône-Alpes de la recherche au Conseil régional. Et donc, je connais bien les propositions. Une précision. Ce qui est demandé, effectivement, je vais en reparler immédiatement, c'est la suppression de l'AERS. Et j'ai dit, comme grand témoin à Lyon, que je n'y étais pas favorable. J'ai d'ailleurs dit que lorsque des forces en mouvement proposaient comme programme vous supprimez 1, 2, 3, 4, et c'est tout, c'était assez peu ambitieux. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai pris ma responsabilité. Cela dit, personne ne demande la suppression de l'ANR. Pour l'ANR, la demande est plus raisonnable, on en rediscutera. La demande, et ça c'est vrai, et si vous voulez, c'est un point sur lequel nous pourrons préciser les choses. On a assisté à une dérive de l'ANR, et autant nous sommes presque tous favorables au système des appels d'offres et de la recherche contractualisée. Autant il y a une dérive qui fait que, outre le fait qu'on a des chercheurs qui passent 50% de leur temps entre la demande des contrats et l'explication, les comptes rendus des contrats qui ont été accordés, on arrive également à ce que certaines équipes, et je l'ai vécu comme président d'université et surtout auparavant comme directeur d'un grand laboratoire,
On arrive à avoir des équipes qui sont très, très, très bien dotées, parce que les contrats ANR leur ont permis très rapidement d'avoir accès à une dotation qui a accru ce qui venait de l'Europe, etc. Mais comme il y a eu une diminution des fonds récurrents, ou du moins pas d'augmentation, au prorata de l'augmentation du potentiel de recherche, de vraies difficultés. Et ce qui était demandé, et ce qui est raisonnable, c'est qu'il y ait un rééquilibrage entre les dotations contractuelles et les dotations qui permettent de créer les infrastructures optimales pour que les contrats de recherche soient menés. Ça, c'était juste. Oui. En revanche, pour ce qui est de l'AERS, cette demande de suppression de l'AERS, je suis totalement opposé. Je suis totalement opposé pour la raison suivante. C'est autant on peut dire qu'elle ne fonctionne pas bien, autant on peut dire qu'il faut la rénover. En revanche, une politique qui consisterait à renvoyer le CNRS avec l'évaluation du CNRS, l'INSERM avec une évaluation de l'INSERM, l'INRA avec une évaluation de l'INRA, l'université avec l'évaluation de l'université, c'est un manque d'ambition et un retour en arrière absolument incroyable. Alors, et par conséquent, j'espère bien que dans le débat, on ne supprimera pas l'AERS. Alors, pardonnez-moi, j'aimerais, parce que nous ne sommes pas tous des férus de recherche des organismes, avant de rentrer à ce niveau de détail, j'aimerais quand même vous demander, le titre de notre débat ce soir, c'est « Le modèle français a-t-il décroché ?» Compte tenu de vos différentes activités, en quoi peut-on parler, encore aujourd'hui, ou a-t-on pu parler, d'un modèle français? Quelle est sa spécificité? Vu de l'extérieur, qu'est-ce qui fait dire il y a effectivement un modèle français de la recherche? Il se caractérise par quoi? Ça peut être en négatif ou en positif. Hein. Quelle est la spécificité? Puisque nous avons une fameuse habitude à dire qu'il y a une exception culturelle française. Alors, quelle est notre exception culturelle française en matière de recherche? Alors là, je peux peut-être en parler, parce que moi, je connais plutôt bien le dispositif français, parce que j'ai été directeur d'un département du CNRS, j'ai dirigé une école, j'ai beaucoup participé à la vie universitaire lyonnaise. Et puis maintenant, je dirige un établissement étranger qui est en Suisse, c'est pas très loin d'ici, mais c'est totalement différent. Et pourquoi est-ce qu'on peut parler d'un décrochement? Alors, le décrochement, il faut le Quel est ce modèle? Oui. Ouais, d'abord, il faut le caractériser. Ce n'est pas un problème de talent des gens, ce n'est pas un problème que les Français sont plus bêtes que les autres. Ce n'est pas du tout ça. C'est un problème qui est un problème qui tient à la fois de l'organisation elle-même, qui est devenue extrêmement compliquée, et qui est aussi un problème de moyens. Là, je partage tout à fait ce que vient de dire Axel. À un moment donné, il faut que les moyens suivent. Les moyens, c'est difficile à avoir, surtout en ce moment. C'est aussi un problème de discours. Et il décroche, le modèle français, il décroche du point de vue de sa compétitivité. Quand vous regardez, compétitivité pour au sens économique du terme, mais au sens de sa compétitivité... Pardonnez-moi, Philippe Gillet, le modèle, il est lié au rôle d'acteur de l'État, par exemple? C'est un des éléments typiques du modèle français? Moi, je vais vous donner 2 exemples. Je vais peut-être choquer des gens ici, mais je l'ai écrit, donc je vais le redire. Moi, quand on donne l'autonomie, on est le seul pays où les universités sont pas autonome complètement. Il y a beaucoup de pays où vous dites à des gens que votre université dépend en gros d'une intervention de l'État. C'est un peu antinomique avec la liberté académique. Disons que l'État prescripteur n'est pas vraiment un modèle de fonctionnement des universités. Derrière, la vie publique des universités, quand elle dépend trop de l'État, elle aboutit à des choses ridicules. Par exemple, moi je pense que le Conseil national des universités, c'est quelque chose qui avait un sens à un moment donné dans l'histoire de la France universitaire, qui n'a plus de sens aujourd'hui. Qu'une université ne puisse pas recruter ses propres personnels, moi ça me dépasse. Il y a un organe national, c'est la seule université au monde, le seul système universitaire au monde où le recrutement des professeurs dépend, et la promotion en partie, d'un système d'accréditation extérieur à l'université, c'est-à-dire de qualification extérieure à l'université, et puis d'un modèle de promotion dont une partie est dans l'établissement et l'autre partie est à l'extérieur de l'université. Je pense que ce modèle est désuet. C'est un avatar. C'est un des éléments de ce modèle. C'est le poids de l'État. Le deuxième, c'est qu'il y a des organismes de recherche et des universités. Alors ça existe dans beaucoup de pays, mais là, la complexité est devenue telle que faire une université aujourd'hui, et Axel le disait, je suis obligé de faire un rapport en gros pour l'INSERM, un rapport pour l'université, un rapport pour le CNRS, un rapport pour l'INRA, etc. Ça veut dire qu'on a atteint un degré de complexité qu'il faut très vite revisiter parce que c'est un handicap aujourd'hui. Alors pareil, les ingrédients de notre modèle pour vous, Axel Kahn? Alors, ce n'est pas un modèle qui a été pensé, c'est un modèle qui a été bricolé en fonction des circonstances. Au départ,
quand on se remémore le début, la fin du 19e siècle, le 19e siècle, Louis Pasteur, on voit très bien comment est fait la recherche. Louis Pasteur travaille dans des universités, à Strasbourg, à Lille, il travaille à l'École normale supérieure, puis il crée une fondation. La recherche, parmi les plus célèbres, s'est fait plus ou moins à l'université. L'université est très particulière à l'époque, puisqu'il s'agit en réalité d'une entité administrative qui est rectorale et qui est uniquement, autrement, une succession de facultés. Et il s'avère, avant-guerre déjà, lors de la création du CNRS, que avec les extraordinaires progrès, en particulier dans le domaine de la physique, qui a été motrice dans ce domaine-là, de la physique, des mathématiques, la physique quantique, il apparaît que l'université n'a plus la souplesse, la réactivité nécessaire pour faire face à cela. Et on crée par conséquent un organisme de recherche, le CNRS, pour, il faut bien le reconnaître, pallier les insuffisances de l'université. Non pas parce qu'on considère que c'était bien de faire de la recherche à côté de l'université, mais parce que l'université à la française était atteinte d'une telle maladie de langueur, en réalité, qu'elle n'était plus capable de faire totalement face aux événements. Et puis ensuite, après-guerre, on a créé l'Institut national d'hygiène, qui est devenu l'INSERM, puis on en a créé toute une série, et pour que les choses s'aggravent encore, parce qu'évidemment, il faut toujours que ça progresse, pour que les choses s'aggravent, tous les politiques, et quels qu'ils soient, pas tous, mais presque tous qui arrivaient, avaient à cœur de marquer leur lucidité par la création d'une action et d'un sous-organisme particulier. Alors ça a été l'agence du sida, ça a été, il y en a un nombre absolument incroyable. Ça aboutit à deux résultats. D'abord l'illisibilité, mais un résultat qui est beaucoup plus grave en réalité. C'est quand on y réfléchit. Les chercheurs, pour l'essentiel, et on parlera des rapports avec le privé, les chercheurs, pour l'essentiel, c'est l'université, l'enseignement supérieur qui les forme. Or, il se trouvait avec ce système que, pour l'essentiel, c'est pas vrai en mathématiques, c'est pas vrai dans certaines disciplines, mais dans beaucoup de disciplines. Dans beaucoup de disciplines, les meilleurs des chercheurs cessaient d'enseigner, ou enseignaient de moins en moins. C'est-à-dire que cela aboutissait à une diminution de la qualité de formation, c'est-à-dire de la formation des futurs chercheurs, c'est-à-dire potentiellement mettait en danger, y compris, la formation nationale des chercheurs, puisqu'ils n'étaient plus enseignés non plus par les meilleurs. Et cette dissociation qui s'est accrue du fait qu'à chaque fois que vous créez une structure, elle essaye avant tout de perdurer, de s'organiser, a abouti à un système qui est totalement absurde, qui est l'enseignement supérieur, qui normalement forme tous les chercheurs, les professeurs, etc., et puis des centres très largement d'élite, de telle sorte que même les laboratoires, un laboratoire universitaire qui n'avait pas la chance d'être avalisé par le CNRS ou par d'autres organismes, c'était un sous-laboratoire, à part dans certaines disciplines des sciences humaines et sociales. Mais on va dire dans les disciplines où il y avait à la fois CNRS, INSERM et université, c'était vraiment un signe infamant d'être uniquement universitaire. Et vraiment, on a abouti à un système qui était totalement absurde. Alors, on a voulu réparer cela. Et alors, pour le réparer, après le mouvement de 2004, après les États généraux de la recherche de Grenoble, toujours en Rhône-Alpes, la Rhône-Alpes est très importante dans la discussion autour de la recherche, après les réformes, on en reparlera, on s'est mis à proposer des nouveaux outils, des nouvelles structures. Mais la France a ceci de caractéristique, qu'elle sait très bien provoquer de nouvelles entités, de nouvelles structures, elle est très mauvaise pour supprimer les structures antérieures. Extrêmement mauvaise. Si bien qu'on a abouti à cet effet de dissociation entre la crème de la crème et ceux qui devaient enseigner les futurs membres de la crème, une absurdité absolument incroyable. On a abouti à un système de millefeuille totalement incroyable. On a abouti à une illisibilité. Évidemment, ça n'est pas un système qui a été pensé dans un esprit, il eût été bien incohérent. Ça a été totalement bricolé. Et c'est là-dessus, effectivement, qu'il faut maintenant faire évoluer les choses. Ça a commencé d'être fait, mais qu'il faut continuer de faire évoluer les choses. Alors vous disiez tout à l'heure, Philippe Gillet, on tricote dans les assises, on détricote dans les autres, mais on ne touche pas au cœur, qui est vraiment de remettre en question de l'intérieur ce modèle-là. Absolument. Moi, je veux dire, ce millefeuille, les responsables du millefeuille, moi, je suis très dur, c'est pas le politique qui est responsable du millefeuille très souvent, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est nous-mêmes les acteurs du milieu universitaire ou du milieu de la recherche. J'ai accusé personne, je suis d'accord. Hein.
je t'accuse pas. Non, je dis juste qu'à la fin, c'est notre problème. C'est pas un problème ni d'État qui dit il faut faire des millefeuilles. Non, l'État est plutôt dans le genre, je veux simplifier. Et c'est nous le problème, en fait, très souvent. Je prends juste un petit exemple. On parlait de l'INSERM et du CNRS. Il y a de la biologie. L'INSERM, c'est essentiellement de la biologie et de la médecine. Puis le CNRS, il y a un département de biologie ou de sciences de la vie qui avait été créé d'ailleurs originellement pour faire la recherche médicale, d'ailleurs, si mes souvenirs sont exacts, et pas la recherche fondamentale en biologie. Et donc déjà, les absurdités, elles sont même dès le début. Et donc là, on dit juste, on se dit, tiens, ça serait pas mal qu'il y ait une vision commune de ces gens-là, parce que quand vous prenez les jeunes qui cherchent un emploi dans ce domaine-là, ils vont soit au CNRS, soit à l'INSERM pour trouver un poste. Donc dans leur tête, eux, ils s'en fichent un peu. Ils ont envie de faire de la recherche dans un domaine qui s'appelle les sciences de la vie et les sciences de la santé. Et donc, ils postulent soit au CNRS, soit à l'INSERM. Donc, eux, ils sont encore vierges de cette structuration. Mais nous, derrière, ceux qui sommes aux manettes, on veut garder les prérogatives de l'INSERM d'un côté, les prérogatives du CNRS de l'autre. Et donc, du coup, le politique, qu'est-ce qu'il fait derrière? Il essaye de satisfaire son électorat, comme on le dit. Et puis, du coup, le système, hop, il est figé et il ne bouge plus. Et il garde cette couche successive de strates. Je vous donne un exemple lyonnais. Pourquoi est-ce qu'il y a Lyon 2 et Lyon 3 ? Pourquoi est-ce qu'il y a Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3 d'ailleurs? Pourquoi il y a Paris 1, Paris 2, 3, 4, 5, etc. À vous entendre, le problème de la recherche, c'est les chercheurs. Moi, je suis responsable. Ouais. Non, je dis, c'est aussi un problème de nous. C'est-à-dire, c'est pas juste un problème extérieur au système universitaire, au système de la recherche, c'est un problème qui nous regarde aussi. Écoutez, à un moment donné, moi, je voulais faire un truc très très simple, c'est qu'il y ait un seul... On est dans un institut de gestion ici, hein. Je voulais qu'il y ait un seul compte dans un laboratoire. Il a joué le jeu, Axel, je m'en souviens, il a joué le jeu. Je voulais qu'il y ait un seul compte. C'est-à-dire qu'il y ait un seul compte duquel vient l'argent du CNRS. J'étais le seul à le faire dans toute la France. Je sais, mais il l'a fait. Mais qu'il y ait un seul compte. Eh bien, on a eu du mal à le faire, cette simplification administrative, je peux vous le dire. Parce que le CNRS disait, mais eux, ils sont incapables. L'université disait, mais eux, ils sont ingérants dans nos affaires, etc. Donc, du coup, une simplification administrative, avoir un seul compte pour un laboratoire, plutôt que d'en avoir 5. Même ça a été difficile. Ce sont des logiques de territoire? Pardon? Des logiques de territoire, de chapelle? Non, des logiques. Après, les gens vous expliquent que la complexité, ça simplifie leur vie quotidienne. Alors là, il y a des... Ah, ça, c'est une parole de chercheur. Voilà. Allez. Non, mais je crois... Oui, absolument. Dans cette affaire-là, durant ma période de présidence d'université, j'ai également été le président de la commission recherche de la CPU, de la conférence des présidents d'université. Et j'ai eu l'occasion d'essayer d'induire une modification qui, je dois dire, avait abouti à un ensemble satisfaisant, mais clairement pas pérenne, car il ne restera bientôt plus rien de cela. Mon espoir était un peu la chose suivante, c'était de dire, écoutez, il y a plusieurs anomalies. Une des anomalies qui est absolument idiote, c'est qu'il y ait ces querelles de préséance entre universités, organismes de recherche. On parle d'organismes, on parle d'unités mixtes de recherche. Normalement, les unités mixtes de recherche, c'est le standard, on va dire, c'est une unité de recherche qui est soutenue par un organisme de recherche et par l'université. Je me rappelle, je n'étais pas élu président d'université depuis 3 mois, que c'était l'examen quadriennal. Et que par conséquent, il y a, c'est normal pour une grande université qui avait 200 laboratoires, il y a une réunion au sommet entre l'université et les organismes de recherche. Est-ce que l'on va discuter de notre politique et de nos décisions? Pas du tout. L'Empire, qui était en l'occurrence le consortium des organismes de recherche, m'ont asséné ce qu'étaient leurs décisions concernant tous les laboratoires. Voilà, celui-là on le supprime, celui-là on le garde, etc. Je n'avais rien à dire, rien. Impossible. Et j'ai, à ce moment-là, inventé un terme qui était celui de la mixité asymétrique, car il me semblait que ces unités mixtes de recherche étaient sérieusement asymétriques. Et honnêtement, c'était absurde. Donc, j'ai entrepris de faire signer des accords cadres entre les universités et, en fait, les 7 ou 8 organismes de recherche. J'ai terminé par le CEA, je suis arrivé jusqu'au CEA, en essayant de définir ce qu'étaient les règles de la création de vrais organismes, de vraies unités mixtes de recherche, auxquelles collaboraient
des opérateurs de recherche et des agences de moyens universitaires, chacun avec une tâche un peu différente, les organismes de recherche de loin les mieux placés pour harmoniser au niveau national la politique, peut-être même les mieux placés pour développer certains programmes à l'interface, notamment des politiques européennes, et puis le partenaire universitaire qui était de loin et clairement le mieux placé, justement pour développer cette politique de site, en conjonction avec les acteurs locaux, avec l'industrie locale, etc., etc. Et il me semblait qu'on pouvait de ce fait créer vraiment un système à la française qui eût été extrêmement original. Et j'étais assez content, je dois dire, de ce que j'avais fait. Je ne suis pas sûr qu'il en reste grand-chose demain, je dois dire. Si je vous comprends bien, on a sans arrêt des modifications, alors à la marge, on réforme par une structure, ou on devrait supprimer une structure, et à vous entendre, c'est presque les logiques internes des chercheurs qui bloquent. Est-ce que dans les assises, on aborde la question de notre vision de chercheurs, notre perception, notre rôle, notre utilité au monde? Je vois dans les assises des grands éléments sur contribution à la création, à la recherche, à l'emploi, au lien social. Et finalement, à vous entendre, c'est souvent des querelles internes. Non, là, vous nous posez des questions sur l'organisation. Après, nos missions, elles sont quand même relativement claires. Là, je veux dire, c'est des pétitions de principe, ça. Donc, ben oui, non, mais c'est des pétitions de principe. C'est notre métier, là, qui est décrit. Donc, je veux dire, notre métier n'est pas remis en cause, pas du tout. Enfin, je pense pas. Enfin, il n'a jamais été remis en cause. Nos missions, elles sont là. Elles sont éduquer, chercher, travailler pour le bien-être de la société, etc. Donc, créer de la richesse pour les ça reste. Ah bah, j'espère. J'espère que c'est pas remis en question. Hein. D'accord. Déjà, au moins un élément. Ouais, non, mais moi, je pense que c'est important. La chose on parlait de la France, est-elle décrochée ou pas? Moi, je crois qu'il faut qu'elle prenne conscience d'un fait, c'est que l'intégration de l'enseignement de haut niveau et de la recherche, c'est quelque chose de très important, et ça se passe dans des universités. Et ça, je veux dire, on revient au modèle c'est le modèle de création des grandes universités européennes qui date de la fin du 19e siècle, avec Van Humboldt, qui avait décidé, qui avait créé ce modèle, où effectivement on fait de la recherche de haut niveau associée à l'enseignement de haut niveau. Ça veut dire pas tout l'enseignement, mais de l'enseignement de haut niveau avec de la recherche de haut niveau. Donc c'est quelque chose qui est déjà, par construction, quelque chose de très... qui recèle de l'excellence, pas de l'excellence juste pour dire excellence, mais quelque chose qui est un processus très compliqué, où vous devez avoir des gens très investis, c'est pas permis à tout le monde, c'est quelque chose qui est très compliqué à faire, qui demande beaucoup d'engagement, etc. Donc c'est un modèle très très compliqué. Et donc, ce que l'on voit arriver en France, c'est qu'on a un peu perdu cet accrochage de la recherche et de la formation de haut niveau qui sont liés. Pas toute la formation, j'insiste bien. C'est de la formation de très très haut niveau pour faire des élites. Il faut qu'on soit clair. L'université, c'est une fabrique à élites, pas au sens de je vais être le patron d'une boîte du CAC 40. Non, des élites pour justement faire ces métiers très exigeants, très difficiles de la recherche. Et de la création. C'est de la créativité. Tout le monde n'est pas un artiste potentiellement, mais il peut être heureux dans sa vie. Tout le monde ne peut pas être un chercheur et être heureux dans sa vie. Donc c'est deux choses différentes. Et la dérive qu'on voit actuellement en France, c'est que par exemple les organismes de recherche qui ont la partie facile quand même, parce qu'elles n'ont pas toutes ces missions qu'on a déléguées aux universités de formation, de formation massive, etc., elles ont le bon jeu. Et donc c'est un peu une stratégie de coucou, c'est-à-dire ils viennent dans les universités, il fait bon, il y a des bâtiments, il faudrait mieux que tu reprennes pas cette terminologie, il fait bon, il fait chaud, ça a laissé un mauvais souvenir. C'est bien. Non, mais il y a de la lumière. Voilà, il y a de la lumière. Il y a de la lumière. Et, mais le vrai problème, c'est ça, c'est que les 80% des personnels de ces grands organismes de recherche travaillent dans des universités. Donc à un moment donné, c'est la même chose. Ces gens-là sont des parties prenantes de l'université. Donc ils ne peuvent pas avoir une vision d'un organisme de recherche et une vision d'une université. Il faut qu'ils partagent cette envie. Et puis le dernier point, c'est que ce système universitaire, le CNRS a envie d'être une université maintenant. Le Max Planck, qui est l'équivalent allemand du CNRS, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent créer des masters. Donc à un moment donné, on se dit... Faisons attention, là. Le CNRS, moi, je le vois arriver. Il est en train de faire des associations avec des écoles, pas en France, mais à l'étranger, avec des grandes universités américaines, pour aller chercher des étudiants en master et en doctorat. D'accord ? Et donc, il essaye de devenir une université. Donc, à un moment donné, le modèle universel, c'est bien l'université. Donc, travaillons sur une simplification qui est de créer des universités où vous faites... Alors, on parle de la recherche de très, très haut niveau. Parce que là, le problème de la compétitivité d'être décroché, c'est qu'en ce moment... moi, je dis toujours le chiffre. En Chine, toutes les semaines, une université de 20 000 étudiants est créée.
C'est ça notre chiffre. Nos petites querelles internes, c'est ça après qu'il y a derrière. C'est tous ces pays-là qui arrêtent de faire du massif et qui font de l'excellence maintenant derrière et qui vont nous dépasser. Donc notre modèle, il ne faut pas qu'il décroche, justement, il faut qu'il raccroche le wagon qu'il est en train, le train qu'il est en train de perdre. Je voudrais, oui, simplement car ça, on arrive, je crois, au dur de la question que vous avez posée du modèle. Peut-être y a-t-il une différence entre ma vision et celle de Philippe, ou bien pas, et on le dira dans ce cas-là, nous verrons. Je crois, même si j'ai expliqué que c'était les circonstances qui avaient amené à la création du CNRS, de l'INSERM, etc. Je crois que ces organismes, non seulement n'ont pas démérité, mais ont réellement une œuvre, un bilan qui est exceptionnel. Exceptionnel. Quand on regarde, notamment dans le domaine de la physique, les succès qu'ont remportés nos chercheurs, quand on est... j'ai visité assez longuement le CERN il y a 15 jours de cela, je devais faire une conférence et j'ai demandé que vraiment on puisse discuter un peu de tout cela. Quand on regarde un peu tous ces modèles qui ont été créés et où le CNRS, pour ce qui le concerne, l'INSERM dans son domaine, ont joué un rôle tout à fait fondamental, c'est un atout extraordinaire. Ce que je dis, c'est qu'il faut faire, on va dire, de ces circonstances... non pas contre mauvaise fortune, bon cœur, mais bonne fortune, c'est-à-dire qu'on essaye de s'en servir et que ces organismes de recherche remarquables, avec leur puissance, la lisibilité de leur action nationale en particulier, contribuent à ce qui est tout à fait évident, c'est-à-dire à l'amélioration du niveau de l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur et la recherche, c'est deux facettes du même ensemble. Pourquoi ? Parce que la définition de l'enseignement supérieur est un enseignement qui est ouvert à la problématique, aux interrogations et aux méthodes de la recherche. L'enseignement est supérieur lorsqu'il est dispensé par des enseignants qui sont ouverts à la problématique, au questionnement, qu'est le questionnement scientifique. Et à l'inverse, qu'est-ce que serait qu'un chercheur qui n'aurait pas à cœur de diffuser dans les meilleures conditions les savoirs qu'il a contribué à alimenter et à enrichir? Enseignement supérieur et recherche sont totalement indissociables. Par conséquent, le modèle à la française qu'il faudrait vraiment créer, c'est des universités fortes, naturellement, mais qui bénéficient pour être fortes de l'extraordinaire succès des organismes de recherche. Et que ceux-ci considèrent qu'un des lieux et une des missions les plus importantes qui leur a été confiée est naturellement de continuer à figurer comme ils le font au domaine de la recherche, mais ce faisant, et plus qu'il n'avait fini par le faire, en réalité, féconder, dynamiser l'enseignement supérieur qui est fondamental. Je veux dire que former les jeunes qui auront tous des postes éminents dans 10 ans dans nos pays, c'est l'enjeu extraordinaire. L'avenir dépend de ça. Alors, je ne sous-estime bien évidemment pas ces dimensions, mais où dans ce schéma mettez-vous les partenaires privés? J'imagine que pour votre école polytechnique à Lausanne, il n'y a pas une injonction de la Confédération helvétique de vous lancer sur telle ou telle piste de recherche. Je ne pense pas que vous fonctionnez sur ordre. Loin de moi de dire que vous fonctionnez sur ordre dans l'université française, mais j'imagine que vous menez vos recherches dans les axes que vous avez choisis. Et comment associez-vous les partenaires privés? On a toujours le sentiment, à écouter certains chercheurs, dès qu'il y a un privé, il y a du mercantile, de l'utilitarisme, du rendement. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, dans une culture de la recherche française, un côté partenaire privé, je t'aime moi non plus, j'aimerais bien tes sous, mais tu me laisses tranquille? Oui, peut-être. Pas plus que peut-être. Sans doute. Donc, non, mais juste pour dire que je suis à peu près d'accord avec ce qu'a dit Axel, je termine juste là-dessus. C'est vrai qu'il faut revisiter le rôle des organismes. Moi, je pense que les organismes doivent gérer les grandes plateformes. Tu évoquais le CERN. Moi, je pense que ça fait partie de la mission de ces organismes, de gérer des grandes plateformes sur lesquelles les gens peuvent venir travailler. Mais je maintiens que d'avoir un système avec des chercheurs d'un côté, des enseignants-chercheurs de l'autre, c'est quelque chose qui est conflictuel quand on travaille au même endroit. Donc, je crois que ça aussi, c'est source de tension dans notre modèle. Alors, les entreprises. Alors, moi, j'ai la chance. Moi, je suis allé dans cette université suisse, non pas pour des raisons fiscales ni pour des raisons autres, pas du tout. Mais il y a des pistes de recherche là-bas, de ce côté-là. Voilà, oui, non, juste pour vous rassurer. Et c'était un projet, parce que moi, j'avais vraiment comme projet de visiter un établissement dans lequel, premièrement, il y avait une volonté de faire quelque chose d'original. Donc, de faire. C'est tous des chercheurs comme les autres là-bas. Hein. C'est des gens, des fous, des enthousiastes, voilà. Mais il y a, et c'est peut-être une valeur de la Suisse,
cette idée qu'il y a des mondes qui peuvent cohabiter, et le monde de l'entreprise peut cohabiter avec le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et donc, sur un même campus, le président Ebicher a décidé qu'un campus, c'était effectivement des chercheurs fondamentaux, qui font de la recherche fondamentale, puis d'un autre côté, des chercheurs très très appliqués. Moi, j'ai des gens qui font des barrages, des gens qui font des turbines, etc. Mais j'ai des mathématiciens, j'ai des biologistes, on en évoquait un tout à l'heure, qui est un génie de la biologie aussi, de la génétique. Donc, voilà. Mais en plus, on s'est dit que nous, on a comme mission, dans nos statuts de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, qui est une université scientifique et technologique, de créer de la richesse économique. C'est dans nos missions. On doit faire de la recherche fondamentale, on doit faire de l'éducation de haut niveau, mais on doit aussi participer à l'essor économique du pays. Et donc, l'idée d'Ebicher, du président, ça a été de dire, ben voilà, faisons, donc on fait un vrai campus, et sur le campus, on crée, non pas un système très exigeant, mais un système qui permet aux entreprises d'être sur le campus. Donc on a un quartier d'innovation, c'est pas compliqué, c'est un endroit, on a construit des bâtiments, on fait de la sous-location aux entreprises, et on les a sur le campus. Donc on a des grands groupes qui viennent faire leur R&D, pas juste du business, non, de la R&D. Donc on a Nestlé qui est sur le campus, qui investit sur 10 ans beaucoup d'argent pour faire de la recherche sur les alicaments, sur ces aliments qui sont à la fois des aliments et des médicaments. Donc c'est un champ de recherche extraordinaire pour les maladies de type diabète, obésité, etc. Et puis, on a d'autres grands groupes. On a Logitech, on a une Crédit Suisse qui vient faire sa recherche sur la cryptographie, etc., sur le campus. L'intérêt de ces gens-là, c'est d'être sur le campus. Quand ils viennent, les industriels, ils disent « Nous, on veut être sur votre campus parce qu'on a envie d'être au contact du savoir. On verra après comment on interagit avec vous. Il n'y a aucun papier de signer. C'est juste d'être physiquement là, auprès des étudiants, des laboratoires, etc. » Puis pour nous, c'est gagnant-gagnant parce que nos étudiants... Quand même 80% de nos étudiants, 90% de nos étudiants vont devenir des praticiens dans le monde privé. Donc ils voient ce qu'est le monde privé, ils ont un contact direct avec l'entreprise. Ça, c'est le premier volet. C'est quand même 40 000 m², c'est énorme, hein, 40 000 m² de grosses compagnies. Et puis à côté, on a des bâtiments pour de l'innovation. On a une centaine de start-up qui sont en permanence hébergées sur le campus. Et tout ça, c'est sans règle explicite. On ne se bat pas sur la propriété intellectuelle, on ne se bat pas sur les brevets, etc. On veut juste être ensemble au même endroit. Puis chacun vit sa vie et interagit au moment où il a envie d'interagir avec l'autre. C'est ça le modèle, il est très très simple, mais je peux vous assurer qu'il est assez efficace. Et vous venez de dire un élément là que je pointe, 80% de vos étudiants seront des praticiens dans le privé. J'imagine que dans le public des étudiants-chercheurs français, ce n'est pas du tout ça? Je ne sais pas, j'espère que si, parce qu'il n'y a pas... Si, alors vous me direz tout à l'heure lorsque nous aurons le débat. Et juste la dernière chose, qui est une grande différence avec le monde français, mais qui est plutôt quelque chose de très anglo-saxon, c'est-à-dire que le mécénat d'entreprise, on en parlait tout à l'heure, mais tu pourras peut-être te dire, le mécénat d'entreprise, chez nous, c'est une réalité. C'est-à-dire que les grandes fortunes, les grands industriels mettent de l'argent dans l'université parce qu'ils pensent que c'est l'avenir du pays. Donc les grands riches mettent de l'argent et sans aucune contrepartie. Hein. C'est des chairs, c'est des bâtiments, juste pour faire un clin d'œil de nouveau à mon ami Axel, c'est quand même, nous, on a une bibliothèque qui s'appelle le Rolex Learning Center, qui a été financée par Rolex. Donc voilà, vous imaginez, juste 30 secondes, en France, une bibliothèque universitaire s'appelait Rolex. À ce détail près, parce qu'effectivement, peut-être y aurait-il une difficulté à le faire valoir, il faut, je crois, tordre le cou, et je le dis depuis très longtemps, à une idée préconçue qui est maintenant totalement fausse. C'est qu'il persisterait comme cause des difficultés à la fluidité du passage de la recherche à la valorisation, qu'il existerait encore une méfiance, un quant à soi respecté, une espèce de repli immense sur sa tour d'ivoire des chercheurs qui considéreraient qu'il y a de la prostitution, de la collaboration à travailler avec le privé. Ce n'est plus vrai. Oh, quasiment plus. Même dans des universités comme Toulouse-Le Mirail, ils développent des activités, etc. Alors, il y a des mouvements chez les étudiants pour des raisons, on ne va pas en reparler, mais chez les équipes dirigeants des universités, je n'ai jamais vu cela, et en tout cas, et dans les laboratoires que j'ai dirigés pendant 40 ans, j'ai passé 40 ans de ma vie à diriger des laboratoires importants, et puis ensuite une université de 40 000 étudiants et de 3 500 personnels. Plus 1500 chercheurs. Je n'ai jamais vu une réticence de cet ordre. Alors, ce que l'on peut dire, c'est qu'ils sont maladroits. Ce que l'on peut dire, c'est que c'est mal organisé. Ce que l'on peut dire, c'est que c'est difficile. Tout ça, oui. Et vraiment, il faut absolument se focaliser sur les difficultés.
deux éléments simplement, c'est un problème en soi, mais deux éléments. D'abord, dans mon université, nous avons créé également une pépinière d'entreprise, nous avons créé un incubateur, nous avons, etc. Donc, il n'y a aucun problème. C'est la vie tout à fait normale, usuelle. Au conseil d'administration, il y avait des représentants des grands groupes et personne n'a protesté contre cela. Les difficultés qui existent, tout d'abord pour ce qui est du mécénat, on en parlait tout à l'heure. L'énorme difficulté, c'est qu'en France, il y a un système double dont il n'y a pas l'équivalent du tout, ailleurs dans le monde d'ailleurs, et notamment en Suisse, qui est les grandes écoles et l'université. Et malheureusement, et là je vais être un peu agressif, quand je lis la présentation de l'IAE Lyon, malheureusement, c'est ce que tous les managers pensent. Vous voyez ce que vous avez mis? Les valeurs de l'université, ce sont des babacools qui ont des valeurs, et l'excellence des grandes écoles. Moi, ça me fout hors de moi. Ça me fout hors de moi. Les valeurs d'un côté, la perte de l'autre. Je vais vous dire, parce que l'université est un lieu et veut être un lieu d'excellence, et peu importe. Le donneur d'ordre, le manager, qui se trouve dans les grandes entreprises, il sort en réalité d'HEC, de l'ESSEC, de l'INSEAD, de Polytechnique, des mines, de Centrale. Si bien qu'on arrive à un système qui est tout à fait extraordinaire, même des universités dont la recherche est 1000 fois meilleure que celle des grandes écoles dont j'ai parlé. Je ne vais pas parler de la mienne, je vais parler de l'université Pierre et Marie Curie. La recherche de l'université Pierre et Marie Curie, mais on pourra parler de Lyon 1 également, c'est tout à fait extraordinaire. Se trouve avoir d'énormes difficultés à alimenter les fondations qu'ils ont créées telles que la loi l'a autorisé. Et je faisais à peu près le compte. Aujourd'hui, si on regarde les endowments, et même pas le cash, de la totalité des universités via des fondations universitaires ou des fondations d'entreprises créées par les universités, ça ne doit pas atteindre 50 millions d'euros. Ça ne doit pas dépasser 30 millions d'euros, alors que rien que l'INSEAD, d'ores et déjà à 120 millions d'euros, HEC 80 à 90 millions d'euros, Polytechnique doit avoir 70 millions d'euros. J'ai été jusqu'à il y a peu au conseil de direction de Sciences Po, qui était également extrêmement riche. C'est-à-dire, il n'y a aucune comparaison. Combien ? Alors, c'est pas très riche. Eux ne sont pas très riches. Voilà. Mais pour les autres chiffres, ils sont vérifiés. Pour les autres chiffres, ils sont vérifiés. C'est bien effectivement ce que j'en dis. C'est-à-dire qu'il y a une énorme difficulté, en réalité, à cause de messages comme celui-là, et à cause du fait, de toute façon, que celui qui prend la décision a été formé par ces grandes écoles. Et aujourd'hui, il y a une très grande difficulté à attirer dans les universités, effectivement, ces fonds. Par ailleurs, il faut incontestablement qu'on se penche sur la création, ce que j'appellerais, et ce qui se fait à Lausanne est très intéressant, à l'EPL, d'un écosystème de la valorisation. Parce que l'idée selon laquelle il y a simplement une linéarité qui va de la recherche à la recherche appliquée en développement, à la recherche en développement, à la valorisation et au succès économique, est une idée qui est insuffisante. Elle n'est pas totalement fausse, elle est insuffisante. À un moment donné, il y a un esprit, il y a une série d'interactions, d'activités, une espèce de synapse, en quelque sorte, qui est ce que j'appelle l'écosystème de la valorisation. Et ça, effectivement, c'est à développer dans notre pays. Et autant que je me le rappelle, je ne suis plus universitaire depuis 1 an maintenant, les universités, pour ce qui les concerne, sont tout à fait prêtes à jouer leur rôle dans cette organisation-là. Dernière question avant de passer la parole à la salle. On est effectivement ici dans le cadre de l'IAE. Je lisais dans le... Excusez-moi, monsieur le directeur de l'IAE... Vous comprenez? Mais il a... Alors, je lis dans la conclusion d'un atelier, suite aux assises, l'atelier donnait une nouvelle ambition pour la recherche, rénover notre conception de la culture scientifique, avec notamment une forte implication des sciences humaines et sociales. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, il y a une forte implication des sciences humaines et sociales? Donc, j'oppose les deux termes, culture scientifique et implication des sciences humaines et sociales. Vous pensez qu'il y a encore aujourd'hui cette dichotomie, que c'est encore une survivance entre sciences humaines et sociales, nous sommes ici à l'EAE, et puis recherche scientifique d'un côté, pardonnez-moi de faire un petit peu court, sciences dures, sciences molles, c'est encore quelque chose qui existe chez nous, que l'on retrouve ailleurs? Sans doute, mais j'espère qu'il n'y a pas de parallèle entre culture scientifique et sciences humaines et sociales. Parce que non, rénovation de notre conception de la culture scientifique, avec notamment une forte implication des sciences humaines et sociales. C'est une volonté d'intégration. Sous-entendu, ça ne serait pas aujourd'hui à ce point intégré.
Pour vous dire, juste pour vous parler de l'exemple que je connais 2 exemples du mariage des sciences humaines et sociales, et c'est le mariage qu'on a réussi là, avec l'École normale supérieure de Lyon. C'était tellement évident qu'il fallait avoir ce mariage entre des sciences que vous appelez dures et des sciences que vous appelez molles, parce que c'est 2 choses qui font le spectre de la connaissance. Et donc le spectre de la connaissance, c'est pas un spectre discret, c'est un spectre continu. Et donc avoir ce mariage, c'est essentiel. Même nous, on est vraiment une école hard. Ouais, c'est vraiment du très, très dur, comme on dit. Mais même là, dans l'éducation de nos étudiants, nous, on les oblige à prendre 12% de leur quantité d'enseignement en sciences humaines et sociales. Cette année, dans toute la première année, ils ont des cours obligatoires sur les grandes questions de société, etc. Donc on les invite. Alors c'est pas facile, je peux vous dire. Il y a physiciens, matheux et autres. Ouais, tout le monde y a droit et c'est obligatoire. Donc vous n'avez pas votre diplôme si vous n'avez pas fait. Donc ça, c'est la première chose. Pas parce qu'on veut les ennuyer, parce qu'on pense qu'un étudiant et un futur professionnel, soit de la recherche, soit dans le monde de l'entreprise, il doit avoir cette culture. On vit dans un monde compliqué, complexe. Et si vous n'avez pas les 2-3 choses qui font que vous comprenez le monde dans lequel vous vivez, ce qui est quand même la force des sciences humaines et sociales, vous n'y arriverez plus. Et la grande différence dans les grandes universités du monde scientifique se fera sur ça. Inversement, les sciences humaines et sociales doivent aussi prendre le champ des sciences dures. Et puis il y a des mariages qui vont se faire, même en recherche, sur des nouveaux champs qui apparaissent, qu'on appelle les humanités digitales, qui se mélangent entre le monde de l'informatique, le monde des nouvelles technologies, et le monde de l'imaginaire, le monde de la connaissance, le monde de la sociologie, le monde des humanités. Et ça, c'est des choses qu'il va falloir revisiter très rapidement. Et c'est là qu'on va voir apparaître ce mariage entre les sciences humaines et sociales. Je crois que l'autoroute, elle est devant, elle s'ouvre. Il ne faut surtout pas la rater. Il faut arrêter d'être compartimenté. Sur cet aspect des humanités, Axel Kahn. Oui, je suis très, très attaché, moi-même, ayant un goût affirmé et connu pour la philosophie. Évidemment, je suis extrêmement persuadé qu'il y a une exigence de rationalité, mais tous les sujets de recherche ne peuvent pas être réductibles à un énoncé scientifique. Chaque fois que cela est réductible à un énoncé scientifique, évidemment, la méthode scientifique est irremplaçable. Parfois, il y a possibilité de poursuivre et de vouloir répondre rationnellement à une question, sans parvenir à un énoncé de l'ordre de ceux qui doivent être falsifiables ou confirmables, comme le dirait Karl Popper, et ce doit être fait, bien évidemment. Et c'est totalement essentiel. Alors là, il y a, je pense, des écueils. Tout d'abord, une science humaine et sociale, une science qui n'est pas une science dure, une science qui n'est pas une science, on va dire, dans la définition poppérienne du terme, est néanmoins, évidemment, un exercice extrêmement exigeant de la rationalité. Et même si l'évaluation de cette forme d'expression de la rationalité ne peut être équivalente à l'évaluation d'une science poppérienne, il n'empêche qu'elle doit être évaluée. Le but de la science est de contribuer à la richesse de l'esprit, de l'entendement et au progrès d'autres collègues. On peut apprécier en quoi son apport contribue effectivement et enrichit les collègues et les pairs du monde entier. Ça, c'est absolument exigible. Deuxièmement, pour ce qui est des scientifiques durs, on va réutiliser ce terme, des scientifiques durs. Bien évidemment, on le voit aujourd'hui tous les jours avec les débats sociaux, sur l'acceptabilité de certaines techniques dérivées de leurs connaissances. Il serait tout à fait irresponsable et inconscient s'il ne s'interrogeait pas à ce que sont les ressorts de l'appréhension, de la réactivité, du sentiment exprimé par une communauté à ces possibilités techniques. Cela étant dit, quand j'ai dit ça, il faut surtout éviter que les sciences humaines et sociales deviennent une science ancillaire des sciences dures. C'est-à-dire, en quelque sorte, le moyen de faire passer l'huile de foie de morue. Certainement pas. Là, beaucoup de questions de l'ordre de l'économie, de l'ordre de l'organisation de la société en particulier, de l'ordre de la manière dont se constitue l'opinion publique, de l'ordre de l'enracinement d'une culture évolutive dans un passé avec la possibilité d'en tirer toutes les leçons, a une légitimité en soi. Et donc, les sciences humaines et sociales sont des sciences rationnelles, elles doivent être évaluées avec exigence,
Les scientifiques durs ne doivent pas s'en désintéresser, à l'inverse. Les spécialistes des sciences humaines et sociales auraient bien tort d'ignorer qu'une partie des problèmes qui se posent à notre communauté humaine touchent tout de même aux sciences dures. Jadis, aucun philosophe n'aurait eu l'idée de se désintéresser des sciences dures. Aujourd'hui, il y en a quelques-uns qui considèrent que c'est vraiment pas leur truc et qu'ils préfèrent n'en pas parler. Voilà. Donc, il faut certainement, de ce point de vue-là, qu'il y ait un discours très lucide, je pense, très exigeant. Il s'agit de formes d'expression de la rationalité qui fait partie vraiment des matières de l'université, de la raison d'être de l'université. Quand je dis l'université, c'est enseignement supérieur et recherche au sens large du terme. Des aventuriers avec un profil donc de raisonnement scientifique, un côté philosophe et citoyen, quoi. Vous en demandez beaucoup de ces chercheurs. La parole est à vous, mesdames, messieurs. Vous avez... Alors, on n'a pas abordé les aspects techniques sur lesquels vous aviez démarré le débat. Pardonnez-moi, on peut les introduire petit à petit, à condition de nous donner les versions sous-titrées pour les spécialistes. Le micro vous arrive. Je vous laisse le soin de vous présenter chaque fois. Ça nous permet de saisir le point de vue de votre question. Bonjour, messieurs. Merci de nous avoir fait cette présentation. Mohamed Touil, je suis ingénieur dans le privé. Donc, j'aurai 3 questions. Donc, les 2 premières sont un peu imbriquées, la 3e est un peu à part. Donc, ma première question, donc, elle a été un peu évoquée lors du débat. Est-ce que vous ne pensez pas que le décrochage du modèle français de la recherche est justement un peu dû à cet cloisonnement et cette autarcie de la recherche académique française par rapport au monde du privé ? Notamment tout ce qui touche aux domaines qui sont très demandeurs dans le domaine de l'industrie. D'autre part, donc, ça c'est pour ma première question. La deuxième question, donc, je voulais savoir si on mettait pas trop souvent, en fait, on recherchait pas trop souvent comme cible en France tout ce qui est aspect publication et puis donc, publication au lieu justement d'aller chercher en fait plutôt les marchés et puis voilà. Et puis la troisième question, ça a touché un peu à la bioéthique. Ça n'a été pas évoqué dans le débat, mais je voulais savoir en fait en ce moment on nous parle plutôt de tout ce qui touche aux cellules souches, mais tout ce qui touche à la neuropsychiatrie et aux psychotropes, on n'en parle pas beaucoup. Notamment, on a beaucoup de chercheurs qui se font financer des formations par des grands laboratoires. Donc ça peut être aussi un peu inquiétant. Merci. Voilà. Alors, 3 en 1. Merci. Je vais laisser la bioéthique à un non-spécialiste. Je vais prendre la première partie. Autarcie. Oui. Oui, autarcie, non. Moi, je pense que c'est peut-être vrai, peut-être aussi à moitié vrai, à moitié faux. Je crois que c'est beaucoup plus compliqué. Je pense que c'est un vrai modèle, c'est un vrai problème de modèle social aussi. Mettez-vous bien dans le C'est micro. peut-être aussi un vrai problème pas de modèle social, mais de modèle des universités, puis de modèle social aussi. Il faut considérer qu'il y a des universités, et c'est la grande difficulté en France, c'est qu'il y a des universités qui peuvent être différentes d'autres universités, et qu'il faut avoir à un moment donné le courage de dire qu'il y a des choses différentes, qui sont toutes de très très bonne qualité, mais différentes. Et donc je pense qu'il faut qu'on ait des endroits où il y ait la liberté totale de s'exprimer, mais même d'interagir avec le monde de l'entreprise. Il faut des universités hyper exigeantes quelque part. Et puis, il y a, d'un autre côté, effectivement, des universités ou des endroits, ou un système qui doit être beaucoup plus proche de la question industrielle, mais c'est normalement le rôle des écoles. Et les écoles, le système français, il a un gros problème, je peux vous le dire, quand on le voit de l'extérieur, c'est qu'il est un peu emmanché à l'envers maintenant. En ce moment, il est un peu emmanché à l'envers. C'est-à-dire qu'on pense que tout doit passer par un système universitaire très, très académique au sens académique, c'est-à-dire de la progression de la connaissance, etc. Alors qu'il y a des modèles alternatifs qui existent dans d'autres pays du monde, qui sont des modèles où vous n'avez pas emmanché le système à l'envers. C'est-à-dire où vous faites la sélection là où vous devez vous sélectionner dans les IUT en France, dans les BTS, ce qui est complètement absurde. Enfin, c'est un système emmanché à l'envers à l'heure actuelle. Et c'est ça qui va faire l'interaction avec le monde de l'entreprise, parce que ces filières-là, essentiellement, ont été créées pour ça. Il y a plein d'écoles d'ingénieurs. Je vous rappelle on oublie très souvent l'histoire. En France, les INSA ont été créés justement pour faciliter de l'ascenseur social et aussi pour être plus en connexion avec le monde de l'entreprise.
des écoles, les écoles polytechniques, les écoles centrales, etc., se sont dévoyées de leur mission essentielle qui était de former ces ingénieurs en interaction avec le monde de l'entreprise et sont devenus, pour la plupart d'entre elles, des ENABIS. Voilà. Et donc, le modèle, il est un tout petit peu emmanché à l'envers en ce moment. Et je pense que ça aussi, ça devrait faire partie d'un vrai débat de l'avenir de l'université, c'est de repositionner les choses correctement et ne pas opposer les choses. On peut très bien faire des choses avoir une passion pour l'industrie, avoir une passion pour la recherche fondamentale, mais dans un système qui est aussi un tout petit peu différencié, qui ne mélange pas tout. Et faire porter tout le poids à l'université, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Et c'est pour ça que l'université a quelques soucis en ce moment. Et Axel Kahn, la course à la publication au lieu de la course au marché. Et le problème éthique. Alors, j'ai coutume de dire, et ça reste vrai, que l'on peut subdiviser comme ça grossièrement la recherche en 4 parties, qui est une recherche non finalisée. Donc le but, ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, mais le but, c'est effectivement d'essayer de déplacer la frontière des connaissances. On n'a aucun but appliqué particulier, thérapeutique particulier. On veut répondre. Les chercheurs du CERN, qui viennent de caractériser sans doute le boson de Higgs, ceux qui sont demandés, c'est les neutrinos. Non, c'est très finalisé. Non, ils posent une question, mais ils n'ont pas de... Typiquement, la recherche finalisée, c'est pas la recherche de n'importe quoi. On a un but, mais c'est de l'ordre des lois de la matière, des lois de la connaissance. Il n'y a pas de finalité industrielle ou bien médicale, ou bien voilà. C'est du domaine de la connaissance, qu'on appelle la recherche dite fondamentale. Je crois que le terme de recherche non finalisée est mieux parce qu'il y en a de la fondamentale. Les mathématiques, c'est de la recherche fondamentale. Ce qu'ils font au CERN est une recherche très technologique, ils savent très bien ce qu'ils cherchent. Ensuite, il y a une recherche finalisée. Je travaille sur le cancer, je travaille sur le sida, mais évidemment, je ne sais pas quand je trouverai le bon remède. Donc, on sait très bien, il y a une finalité à ma recherche qui est ici médicale. Dans d'autres cas, on a déjà un traitement, on a déjà des connaissances, et la recherche finalisée est à l'orée et à la frontière avec le développement, et puis il y a une recherche en développement. Pour le chercheur non finalisé ou le chercheur qui a une recherche finalisée, on va dire d'amont, non, c'est pas un brevet qui peut apprécier ce qu'il fait. C'est en effet la publication ou bien l'importance de la publication qui montre quelle est sa contribution aux connaissances du monde entier. C'est ce qu'on lui demande réellement. En revanche, bien évidemment, ceux qui travaillent en recherche et développement, eh ben, il faut qu'ils montrent en effet, ils sont capables de contribuer, comme on dit aujourd'hui, à la création de valeur par l'intermédiaire d'une innovation qui trouvera son marché. Ce que j'appelle d'ailleurs l'innovation, c'est une invention qui trouve son marché dans ce secteur-là, et c'est ainsi qu'on va l'apprécier. Dans le domaine de l'éthique maintenant, la règle générale de la recherche est d'indiquer que la liberté pour chacun d'entre nous d'essayer d'accéder à la connaissance est un droit de l'homme essentiel. On est après tout des mammifères qui avons la curiosité de connaître, la capacité de savoir et la pulsion à transmettre. C'est une des définitions, il y en a d'autres, effectivement, du mammifère humain, et donc on ne peut pas nous en empêcher. Pour autant, si je dis que la recherche et l'accès à la connaissance est une liberté, elle a la même limite que toutes les libertés. C'est-à-dire qu'elle s'arrête là où elle pourrait attenter à la liberté d'autrui, à la sécurité d'autrui, à la dignité d'autrui. Et là, on est dans le domaine de l'éthique. L'éthique et le souci éthique n'est absolument pas opposable à la liberté de la recherche. Il est respectueux de la liberté de tout le monde, en réalité. Et cela se manifeste dans le domaine des cellules souches, naturellement, mais aussi, vous avez tout à fait raison, dans celui de la recherche sur les neurosciences. Je vais, si vous permettez, je ne suis pas tenu par le secret militaire, je vais vous citer une discussion que j'ai eue en tant qu'expert. J'ai été invité par des neuroscientifiques qui travaillent au ministère des Armées sur le développement des armes nouvelles et les systèmes d'armement. Dans le monde entier, il y a un problème, c'est qu'il faut être le premier à actionner les systèmes d'armement avant que l'adversaire l'actionne. Et en neurosciences, on a fait une découverte extrêmement intéressante. Je n'ai pas le temps d'en parler, ça pose d'énormes problèmes. Cette découverte extrêmement intéressante qui a été faite, c'est que quand, par exemple, je vais faire un geste, je prends conscience que je vais faire le geste environ 150 millisecondes avant d'accomplir le geste. Mais il y a un premier signal détectable dans mon cerveau indiquant que je vais avoir l'intention
d'avoir ce geste et commettre ce geste 350 millisecondes avant. Ça pose un énorme problème sur ce qu'est la liberté, etc. C'est une autre question. Voilà, ça c'est une recherche qui est extrêmement importante et qui a donné des idées aux scientifiques et aux neuroscientifiques des armées. C'est que 350 millisecondes, c'est beaucoup. Est-ce qu'il ne serait pas possible d'actionner le système d'armement dès la détection du signal et non pas lorsque on a la volonté de l'actionner, avec évidemment la confrontation de cette volonté avec les hésitations qu'on peut avoir, notamment les hésitations morales. Bien évidemment, le discours et la réponse que je leur ai faite, c'est écoutez, vous me demandez de discuter avec vous. De toute façon, le cadre est particulier. Il n'y a jamais de valeur éthique à perfectionner un dispositif technique dont le but est de tuer des gens. Donc, il est clair, le domaine de l'éthique dont on parle est un peu particulier. Bon, je veux bien, parce qu'il y avait des fois où on fait la guerre, que voulez-vous, et j'accepte l'idée qu'on peut discuter de la manière de la faire le moins salement possible. Là, ce que vous me proposez, c'est pour accroître l'efficacité, enlever ce qui fait le propre de l'humanité, c'est-à-dire la possibilité de confronter un geste au tribunal de sa conscience. Ça, c'est totalement déshumaniser le soldat, et c'est le type même de ce qui ne peut jamais avoir aucune acceptation éthique. Donc, il est possible, bien évidemment, de raisonner en termes éthiques pour des problèmes de cet ordre. Merci. 350, Question. 350 millisecondes, la morale. C'est ça la conclusion. 350 millisecondes, la morale. Mais c'est la conscience qui retient le bras armé. Je vous en prie. À vous. Ah, les politesses, c'est gentil, mais 350 millisecondes, là, c'est passé. Hein. Je vous laisse vous présenter, merci. Donc, que nous voyons. Donc, je me lève. Donc, je m'appelle M. Nopsy, je suis administrateur de la Société lyonnaise des inventeurs. Et la question qui s'adresse à M. Philippe Gillet, il ne faut pas trop enterrer trop vite le modèle français. C'est-à-dire que nous avons le pacte de compétitivité, de crédit d'impôt recherche, et on verra dans 5 ans où en sera la recherche française, tout simplement. Merci. J'ai participé à l'augmentation du crédit impôt recherche, juste pour vous rassurer. Donc, voilà. Non, mais on l'a inventé, le crédit impôt recherche. On l'a même augmenté, d'ailleurs. On s'était fait critiquer par la gauche, qui le réaugmente aussi aujourd'hui, juste pour vous montrer qu'il y a quand même de la continuité, des fois. Et donc, voilà. Donc, le crédit impôt recherche, effectivement, c'est un bon outil. Mais il faut que cet outil, il profite aux PME. Et le problème qu'il a actuellement, le crédit impôt recherche, c'est qu'il profite aux grands groupes qui n'en ont pas besoin. Ah bah, attendez, je connais le dos. Il va profiter aux petites entreprises. Les petites entreprises sont éligibles. Non, mais c'est bien ce que je dis. C'est bien ce que je dis. Mais il faut qu'il en profite beaucoup plus. Ça, à mon avis, il devrait moins profiter aux grands groupes qu'il ne doit profiter aux petites entreprises et aux petites et moyennes entreprises. Parce que c'est ça, la difficulté de l'innovation, c'est pour les petites et moyennes entreprises. Si vous prenez Total, il n'a pas besoin du crédit impôt recherche quand vous le prenez comme ça, de face. C'est du bruit pour lui. Merci. Micro. Nous avons une personne tout au fond. Peut-être un mot sur le crédit impôt recherche. On ne va pas engager une polémique, mais comme j'ai écrit un livre avec sa ministre, un livre qui s'appelle Controverse, on a traité du crédit impôt recherche. Non, je n'étais pas contre, j'étais contre l'utilisation qui en a été faite. Je n'étais pas contre du tout. Je lui ai dit, écoutez, elle m'avait promis d'ailleurs dans le livre, je lui ai dit, écoutez, c'est extraordinaire, le crédit impôt recherche est une somme, c'est pas loin de 5 milliards d'euros, donc c'est vraiment une somme importante, c'est plus que le budget du CNRS pour se faire une idée. On nous bassine, et on a raison, vous avez compris, des fois maladroitement, mais on a raison sur le principe. On nous bassine avec l'évaluation pour une somme aussi importante qui fait partie de l'effort public. Je demande qu'il y ait une vraie évaluation et une évaluation sur est-ce que le crédit impôt recherche a réellement atteint ses objectifs. C'est quoi ses objectifs? C'est, par exemple, d'inciter à des travaux de recherche qui n'auraient pas été menés sans le crédit impôt recherche. C'est peut-être une manifestation d'essayer de susciter, de dynamiser des collaborations avec le monde universitaire, la recherche académique, etc., etc. Donc il y a des possibilités. Donc on est parti sur cet élément-là. Je ne critiquais pas du tout le crédit impôt recherche. Et j'ai fini par arracher à Madame la Ministre. En plus, elle a changé après de département ministériel. Donc j'ai réussi dans le livre à arracher la certitude. Monsieur Kahn, je vous promets, nous l'évaluerons. Bon, alors on reste à évaluer, quoi, voilà.
Merci. C'est à vous. Merci. Donc François Guillemin, je préside au Conseil économique et social de la région la commission recherche enseignement supérieur. Sur le crédit impôt recherche, peut-être aussi nuancé, il y a les entreprises industrielles et les entreprises de services. Peut-être que c'est quand même bien que les entreprises industrielles aient plus de crédit impôt recherche que les entreprises comme les banques et les compagnies d'assurance. Mais c'est un point, vous avez parlé tout à l'heure de la nécessité qu'il y avait de bien faire travailler ensemble les sciences humaines et sociales et les sciences technologiques. Et c'est vrai que l'innovation qui crée le plus de richesse est souvent celle qui intègre les sciences techniques et les sciences humaines et sociales. Alors là, j'ai une équation que j'ai de la peine à résoudre et peut-être vous allez pouvoir m'éclairer. D'un côté, on a un système d'évaluation des enseignants-chercheurs qui est très pointu, où les enseignants-chercheurs sont évalués par leurs pairs, dans un domaine très pointu. Et puis d'un autre côté, on dit qu'il faut développer la transversalité, il faut faire travailler les sciences humaines et sociales, les philosophes, les sociologues, les ergonomes, avec les sciences technologiques. Et on le voit bien au niveau de l'AERS. L'AERS, j'ai participé à une évaluation, c'est très, très pointu. Et comment concilier quelque part cette impérieuse nécessité qu'il y a de développer la transversalité avec notre modèle d'évaluation des enseignants-chercheurs qui est très vertical? Merci. Matriciel. C'est sympa, il me donne la parole. Là. Non, mais je veux bien commencer. Non, mais je vais commencer. Amicalement, voilà. Ouais. Moi, j'ai quelque chose à dire aussi. Donc. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est une question très, très délicate. L'évaluation, c'est aussi lié à la... Bon, l'évaluation dans n'importe... Juste pour commencer, dans le système, des gens qui travaillent, je ne connais pas de gens qui sont plus évalués que les enseignants-chercheurs. Je pense que même dans les entreprises, vous évaluez pas, ou les gens n'évaluent pas autant leur personnel, bien ou mal, j'en sais rien, mais évaluent en temps de travail leur personnel. Donc c'est un système d'évaluation qui a plein de défauts, il est très académique, c'est ça que vous essayez de dire. C'est vrai qu'il est très académique, mais il le deviendra moins, c'est-à-dire le jour où nous aussi, enseignants-chercheurs, on décidera que nos critères d'évaluation ne sont pas juste ceux de la publication, qui sont réservés à un aspect de la vie, comme le décrivait bien Axel, à un aspect de la vie académique, mais c'est un aspect qui est plus riche que juste celui de la publication. Donc quelqu'un qui s'investit plus dans l'enseignement, qui s'investit plus dans la valorisation des résultats de la science, qui s'investit plus vers le monde de l'entreprise, tout ça, c'est des nouveaux critères qu'il faut qu'on prenne en compte. Alors les lois, elles sont là pour ça. Les lois, on les a ouvertes un tout petit peu pour ça, que l'évaluation soit pas juste la publication scientifique. Mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Pas qu'en France, je crois que c'est un peu partout le même problème. L'évaluation d'autres choses que notre cœur de métier, on ne sait pas encore faire très bien. Je vais compléter, je dis compléter parce que je n'ai pas de désaccord avec ce que vient de dire Philippe Gillet. Je vais compléter la réponse. Le problème de la promotion ou du recrutement des chercheurs qui avaient un profil pluridisciplinaire m'a vraiment préoccupé, occupé et mobilisé durant tout mon mandat universitaire. Et la grosse difficulté, en fait, est liée au caractère très disciplinaire des sections du CNU. Voilà. Et donc, je partage une partie des critiques sur le fonctionnement du CNU. CNU, pardonnez-nous. Mais heureusement pour la promotion, 50%, alors c'est déjà le cas, on aurait pu être plus, mais peu importe, 50% de la promotion maintenant est entre les mains des universités. Et certains ont beaucoup dénoncé cela. Moi, ça m'a semblé extrêmement important. Parce qu'un établissement qui est digne de ce nom, qui a une vraie ambition, il ne peut pas ne pas vouloir promouvoir la recherche pluri-universitaire. Et dans mon établissement, j'avais indiqué que l'un des critères majeurs pour être promu au tour interne versus le tour externe du CNU, c'était la pluridisciplinarité de l'ordre des thématiques pluridisciplinaires qui, évidemment, correspondaient à la politique universitaire décidée par les instances de l'université. Et ça, je crois qu'il faut absolument qu'on joue cela. Et le problème de la promotion interne dans les universités, c'est que c'était ici totalement vertueux et ici totalement mafieux. Il faut dire ce qui est. J'ai connu des endroits où la promotion interne dans les universités était assez mafieuse. C'était le porteur de serviettes qui avait pas démérité, qui finissait... Non, mais parce que tu as connu aussi.
Voilà. Et donc, je comprends bien la critique que les chercheurs ont développée. Si on crée le moyen, un établissement qui, avec la pluridisciplinarité, la collégialité, se fixe des objectifs, il peut dire, écoutez, pour remplir cet objectif, voilà tel profil. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est que même quand vous faites un comité de sélection pluridisciplinaire, ou bien lorsque l'AERS a une composition pluridisciplinaire, il faut savoir qu'un projet pluridisciplinaire est toujours plus lourdement sanctionné qu'un projet monodisciplinaire. Pourquoi? Bon, pour une raison très claire. C'est que quand il y a des spécialistes de 5 disciplines, ou de 4 disciplines, ou de 3 disciplines, il suffit que l'un d'entre eux, de ces 3 disciplines, ne soit pas content pour que pratiquement le projet ait extrêmement peu de chances. Et donc, pour qu'un projet pluridisciplinaire ait toutes ses chances, il faut pratiquement qu'il soit remarquable dans toutes les disciplines dont il traite. Ce qui est plus exigeant, effectivement, qu'un projet uniquement monodisciplinaire. Alors on sait ça, on le sait parfaitement. Mais il y a des moyens quand même. Après tout, si vous voulez, l'exigence, nous ne sommes pas contre l'exigence. Si vraiment on arrive à recruter sur des postes pluridisciplinaires, si on arrive à financer des projets pluridisciplinaires avec un haut niveau d'exigence, très bien, ça c'est formidable. Il faut qu'on arrive à le faire, ça c'est absolument fondamental. Juste pour Oui, et puis monsieur. La vraie difficulté aussi, c'est dans les deux sens, c'est qu'on aimerait bien qu'il soit possible de quitter temporairement l'enseignement supérieur, la recherche, etc., pour aller dans le monde de l'entreprise. Le problème, c'est que le retour est très difficile. Et le retour, c'est nous qui sommes les fautifs du mauvais retour, parce que nous pensons que la personne a perdu une partie de ses compétences, et ses publications ne sont plus là, il n'a plus encadré de doctorants, etc. Donc nous aussi, on a un vrai travail à faire en interne, c'est-à-dire de permettre aussi ce que vous évoquiez, c'est-à-dire de faire ce passage. De la même manière qu'il faut qu'on permette aussi le passage de gens de la sphère de l'entreprise dans le monde universitaire. Alors il y a des outils qui existent, les post-pass, ça existe encore ces trucs, mais là aussi, il faut qu'on ouvre un petit peu les portes, c'est-à-dire que nos critères soient plus de ces critères très stricts de chacun des mondes. C'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve ce mariage un petit peu difficile à trouver entre le monde de l'entreprise et l'université. Mais je pense qu'on va y arriver. Mais c'est juste un problème de confiance mutuelle. Hein. Monsieur. Hervé Scrive, j'accompagne des personnes qui créent leur activité, qui ont donc se lancent dans l'entreprise. Il faut que vous parliez dans le sens... Mettez comme ça, voilà. Hervé Scrive, j'accompagne donc des personnes qui créent leur activité, qui créent leur entreprise en tant qu'indépendants. Je vous remercie beaucoup d'avoir fait un petit peu l'inventaire des causes et conséquences du décrochage de l'université. Et en vous écoutant, je trouvais qu'il y avait une similitude incroyable entre ce décrochage que vous avez quantifié et le décrochage de la société française en général. Lorsque je rencontre mes candidats à l'entreprise, ils me disent tous l'environnement moral français est contre l'entreprise et contre ceux qui réussissent et contre le progrès, considère que le progrès est quelque chose de difficile. Rappelons-nous du principe de précaution, écoutez les discours de José Bové, voyez la réaction des Français vis-à-vis des nanotechnologies, cellules souches, etc. Toutes les strates politiques fiscales qui sont mises en route depuis quelques 10, 15, 20 ans, rappelons-nous du casse-toi sale riche, etc. Bon, voilà. Donc tout ceci fait que je me demande si le décrochage de l'université n'est pas tout à fait en harmonie avec le décrochage de l'entreprise et de la société française. Je vais commencer à vous répondre là parce que je ne suis pas d'accord avec vous. Je crois qu'il y a une erreur de perspective. Tout d'abord, l'idée selon laquelle les Français n'aimeraient pas la science et les chercheurs est une idée fausse. Je vous rappelle qu'une des raisons pour lesquelles le mouvement Sauvons la recherche a obtenu des résultats, c'est que 83 ou 84% des Français qui étaient sondés sur leur appréciation du mouvement disaient « oui, les chercheurs ont raison, oui, il faut leur donner des moyens pour qu'ils mènent à un bon niveau de compétitivité leur recherche ». Quand, et j'ai relu récemment un sondage européen et notamment français, on demande aux Français quelles sont les professions qui sont les plus valorisées, les deux professions les plus valorisées, et la profession d'infirmier-infirmière, les Français disent infirmière, mais infirmier-infirmière, et la profession de chercheur. Le fait que les Français ne soient pas totalement persuadés
qu'un projet scientifique et technique soit forcément acceptable et soit forcément générateur de lendemain qui chante est un autre problème. Et effectivement, il y a tout un mécanisme, et ce serait trop long d'en discuter, de modification de la vision du progrès. Non pas que le progrès est refusé, mais que l'on demande à y voir, et que là, il y a le jeu assez compliqué. Notre pays, par rapport à d'autres, n'est pas un pays qui est hostile à la science et aux chercheurs. Par ailleurs, pour ce qui est d'un point de vue financier, je vous rappelle tout de même qu'en termes de propriété intellectuelle, surtout pour les chercheurs du public, les dispositions sont incroyablement favorables, puisque un chercheur du public qui participe à une invention et son laboratoire ont droit à une partie des retombées de l'invention. Je veux dire que les chercheurs du privé aimeraient bien qu'il en soit ainsi. Comme vous savez, tel n'est pas du tout le cas. Et quand on compare les dispositions de cet ordre-là, de rétribution de l'invention dans notre pays, après les lois Strauss-Kahn, les lois, etc., on en arrive à un ensemble qui est en fait relativement favorable. Ce qui aujourd'hui reste en effet difficile, c'est que la facilité administrative est encore à améliorer. C'est vrai qu'aux États-Unis, on arrive, et à d'autres endroits, peut-être en Suisse, je ne sais pas, mais aux États-Unis, ça je sais, on arrive en 36 heures à créer son entreprise. Ouais. Voilà. En France, c'est encore pas vrai. Il y a eu des progrès qui sont vrais, mais c'est encore pas vrai. La fiscalité décalée pose encore un problème en France. Donc, il y a des points qui sont certainement à améliorer. Mais je voulais simplement reprendre ces 2 points sur lesquels vous avez insisté au début. Nous avons encore quelques minutes devant nous. Madame, monsieur, pardon, je ne vois pas. D'accord. Donc, Alain-Marc Orieux, je suis donc de l'Université Jean Moulin et de l'Institut d'Asie orientale. Je travaille sur les modèles de recherche et la compétition entre ces modèles dans le monde. On parle du décrochage du modèle français, mais il y a décrochage effectif par rapport au modèle suisse, économie la plus compétitive du monde, par rapport à d'autres modèles coréens, etc. Donc en fait, dans la compétition des modèles, puisque les assises passent leur temps au fond à essayer d'opérer une espèce de transition historique, de réforme historique du modèle français, est-ce que vous ne pensez pas qu'en fait, le retard français augmente? C'est ce que pense d'ailleurs Dominique Forêt à Lausanne. Il explique que le coût du rattrapage en France est devenu exorbitant par rapport aux ressources françaises. Que pensez-vous de ce diagnostic? C'est à moi qui ai posé la question. Ah, pas de neutralité pour les Suisses. Oui, donc je vais utiliser ma neutralité. Mais non, la question est un peu vicieuse quand même, mais c'est vrai que l'écart se creuse parce que il y a des opportunités qu'il faut saisir à un bon moment. Et la France, là, elle revisite son modèle en pensant qu'elle peut l'améliorer, alors que ce que vous dites, c'est vrai, c'est qu'à un moment donné, il faut prendre ce qui marche dans d'autres modèles et le mettre à la bonne sauce. Et le PFL, c'est à peu près ça qui s'est passé. Je ne fais pas la promotion de l'EPFL, je vous assure. Juste vous donner un exemple. Le PFL, il y a 20 ans, c'était l'école de la deuxième chance pour les fils de bourgeois français qui n'arrivaient pas à rentrer dans les classes préparatoires, en gros, d'accord, et qui voulaient un titre d'ingénieur. À un moment donné, l'idée, ça a été de dire, il faut des gens pour ça qui ont une vision, puis qui ont une culture du changement. Le président qui est arrivé en 2000, Ebicher, il revenait des États-Unis. Il a dit 2 choses. Les États-Unis, quoi qu'on en dise, c'est quand même le modèle de l'innovation le plus performant. C'est le système universitaire probablement le plus performant. En tout cas, c'est celui qui génère le plus de talents en moyenne. Vous avez des tas d'indicateurs, prix Nobel, tout ce que vous voulez. Donc c'est un modèle qui a certaines valeurs qui sont des valeurs qui permettent d'avancer. Et donc il a dit, moi je vais prendre certaines de ces valeurs, puis je vais les ramener en Suisse à l'EPFL, ce qui n'est pas facile. La Suisse, c'est un pays très conservateur, je peux vous dire. C'est un pays très, très conservateur. Et il dit, je vais prendre ces choses-là, mais je vais les mettre à la sauce européenne. C'est-à-dire, je vais prendre un modèle très compétitif américain, par exemple le recrutement. Le recrutement, il a instauré le système qui s'appelle le tenure track, qui est un système extrêmement compétitif. C'est-à-dire, vous mettez les gens en compétition, mais derrière, vous leur donnez les moyens. C'est-à-dire, vous les recrutez, mais vous leur donnez leur chance. C'est-à-dire que vous les payez bien, vous leur donnez les moyens de faire leur recherche, vous les mettez dans une situation de non-stress extérieur pour qu'ils puissent s'épanouir et donner le meilleur d'eux-mêmes. En France, le modèle, il est épuisant à côté.
Le modèle de recrutement, il est épuisant. C'est-à-dire, vous recrutez des gens, puis derrière, il n'y a pas les moyens pour bosser. Donc, vous leur faites faire un marathon hyper épuisant, puis dans le dernier sprint, quand ils sont tout prêts, tout bon pour y aller, il n'y a plus. Donc, voilà. Donc, il a fait ce premier. Donc, ça, c'est quelque chose de très, très important. Donc, mais il faut le faire intelligemment. C'est-à-dire, vous ne prenez pas le système américain et vous le plantez ici. Vous le ramenez, mais vous le mettez dans un contexte culturel. Vous l'accompagnez, vous introduisez les sciences humaines et sociales dans une université très scientifique. Et vous le suicidez un tout petit peu. Mais vous ne le faites pas brutalement. Et ça, c'est quelque chose qui a été pris et qui a changé complètement la phase de l'EPFL. L'EPFL, c'est passé d'une université où il y avait 70% de professeurs suisses à une université où il y a 70% de professeurs qui ne sont pas suisses. Et qui sont tous des talents. Vous attirez des talents comme ça. Mais parce que vous essayez justement de faire ce qui n'est pas une défense d'un modèle, mais qui est une amélioration d'un modèle progressive. Alors ça se fait un peu dans la douleur quand même, ces changements. Mais à un moment donné, voilà, on ne défend pas son modèle ad perpetuum, on le marie avec des outils. Voilà. On essaye d'innover aussi dans l'organisation. Oui, là encore, je vais compléter car je n'ai pas de désaccord formel avec cela. Là encore, j'ai essayé d'indiquer les petites erreurs de perspective. Là, il y en a une que l'on voit très bien quand on compare les classements des performances scolaires et des performances universitaires, enseignement supérieur de la France. PISA. PISA nous donne des performances qui sont totalement effroyables, mais vraiment effroyables et qui sont infamantes pour ce qui est de notre école. Notre école et notre école primaire en particulier, le collège. Et nous sommes parmi 33 pays de l'OCDE à la 25e, 26e position. C'est quelque chose de terrible. Et d'année en année, ça s'aggrave. D'année en année, ça s'aggrave. En revanche, le système universitaire global, tel qu'il est, tel qu'on l'a critiqué, tel qu'il est, et compte tenu du fait que, évidemment, on hérite des élèves qui sont passés par le système scolaire, eh bien, il est pas mal. En fait, il n'est pas si mal que ça. Et la meilleure preuve, parce que ça, après tout, ça pourrait être une manière de se faire plaisir, mais vous voyagez sans doute. Quand vous allez à New York ou pratiquement partout dans le monde, le nombre d'étudiants français qu'il y a à l'étranger et de Français qui travaillent à l'étranger est considérable. Et vous demandez aux gens des laboratoires, ils aiment en effet prendre des Français parce qu'ils considèrent que l'enseignement supérieur en France est de bonne qualité, et d'excellente qualité, et que cela donne des gens qui, très rapidement, en proportion assez importante, arrivent à performer suivant les tâches qu'on leur donne. Alors, je voulais simplement... En revanche, ce qui est tout à fait vrai, et ça on a indiqué, c'est que compte tenu de cette qualité de l'enseignement supérieur, un des éléments par lequel elle se manifeste et qui intervient dans les classements internationaux, où nous ne sommes pas misérables naturellement, mais notre recherche universitaire n'est pas à la hauteur de cette qualité de l'enseignement supérieur. Si ça continue, ça va finir par nuire à la qualité de l'enseignement supérieur, puisque évidemment l'enseignement supérieur doit être adossé à la recherche. L'organisation de la recherche fait que l'on trouve parfois parmi les chercheurs les plus brillants, on en trouve autant à l'étranger qu'en France, des fois plus à l'étranger qu'en France, et donc in fine, on en arrive à une situation qui effectivement pose problème. Et il est vrai, on a dit qu'on faisait une autocritique, il est vrai qu'il y a de très importantes lourdeurs corporatistes dans notre pays et que nous sommes moins bien armés que d'autres pays pour les surmonter. Merci. C'est bon. Madame, dernière question. J'ai vu une personne... Ah, allô. Le micro. Je vais vous dire... si on essaye de m'engager sur le mérite comparé des universités, des grandes écoles, en disant c'est scandaleux, une université, moi si j'arrive à avoir 10 000 euros par étudiant et par an, c'est merveilleux, quand je sais que les grandes écoles en moyenne disposent de 17 500, 18 000 euros par étudiant et par an, que même les IUT arrivent à disposer de 13 500 à 14 000 euros par étudiant et par an, on a l'impression qu'on nous demande un exercice qui est totalement impossible. Mais une fois que j'ai dit ça, de toute façon, connaissant mon pays, dans 50 ans, ça sera pareil. C'est-à-dire que si j'espère que quelque gouvernement que ce soit trouve les moyens de fusionner totalement le système, réellement, on n'y arrivera pas. Donc, en effet, la seule possibilité, ce que je disais à peu près de la dualité entre
recherche universitaire, recherche des organismes, il faut arriver à faire en sorte qu'on profite des atouts des uns et des autres. Traditionnellement, le monde universitaire, et ça reste encore vrai quand on regarde le nombre de publications, le nombre de brevets, le nombre de découvertes importantes, reste une spécialité qui est beaucoup plus universitaire que la plupart des grandes écoles, même si les plus prestigieuses d'entre elles se sont tout de même lancées, heureusement, dans la recherche. Je ne parle pas de l'école normale supérieure, qui n'est pas vraiment une grande école comme les autres. Mais je parle des grandes écoles d'ingénieurs qui avaient ceci qui était tout à fait particulier. L'élite allait dans des écoles polytechniques, etc., où la grande caractéristique, c'est qu'on ne faisait pas de recherche. Et ceux qui faisaient de la recherche étaient ceux qui étaient un peu moins bons. Et malgré tout, on arrivait à figurer. Donc, vous voyez combien notre système était totalement logique. Donc, il faut absolument que l'université ensemence de ce potentiel d'innovation, de recherche, toutes les grandes écoles, parce qu'on ne peut pas être une élite ayant vocation à avoir un poste de direction dans le pays sans avoir été formé aux méthodes de la recherche. Il faut que l'efficacité des grandes écoles, dans l'enseignement en particulier, puissent déteindre avec une amélioration des moyens sur les universités. Mais voilà, je n'ai pas tellement mieux à proposer que, en quelque sorte, chacun arrive à faire bénéficier l'autre de ce en quoi il excelle. Nous arrivons à la dernière question. Non, Philippe Gillet. Okay. Juste sur ce point-là, là c'est plus une autocritique, pas de nous, mais de nous Français, là, parce qu'on a beau critiquer, mais tout ce qu'on fait, le premier réflexe qu'on a, nous, quand on a des enfants, c'est de les mettre dans un système sélectif. Donc il faudra 2 secondes qu'on s'interroge sur ça, premier point. Deuxième point, c'est assez étonnant, le Français, il est pour la non-sélectivité, mais la première chose qu'il fait, c'est qu'il envoie ses gamins dans un système sélectif. La preuve en est, c'est que dans les filières universitaires, c'est ce qui se passe. En dehors des classes préparatoires des grandes écoles, le premier réflexe de parents et d'étudiants qui rentrent dans l'université, c'est d'aller choisir les filières sélectives, la médecine et les IUT maintenant. D'accord ? Donc à un moment donné, ce n'est pas juste un problème comme ça, c'est un problème très profond. D'accord ? C'est un problème très, très, très profond. Les gens disent comme ça, les grandes écoles, les machins, sauf qu'ils les veulent à la fin. Donc c'est une vraie question qui n'est pas si simple que ça à résoudre. Hein. Je peux vous le dire, pour l'avoir pratiquée, on la pratique depuis très, très longtemps, je pense qu'elle n'est pas juste superficielle, elle est très ancrée dans les gènes français, qui est une espèce de je t'aime moi non plus vis-à-vis de la sélection, des élites et de l'excellence. C'est un vrai problème de fond. Le point est important, je voudrais rajouter une considération, je voulais en parler tout à l'heure et puis je ne l'ai pas fait, qui est celui de la sélection à l'université. Puisque, après tout, la conclusion logique, c'est voilà, les Français aiment les systèmes sélectifs. L'université, elle le montre avec l'excellence de sa recherche. Pour les meilleures d'entre elles, c'est parfaitement être tout à fait sélective et sélectionner les meilleurs. Et ben, que l'on fasse un système tel que l'université soit également sélective. Tout ça, c'est très beau. Pourquoi pas, après tout ? Sauf que si vous ne proposez rien d'organisé à ceux qui ne sont pas sélectionnés à l'université, qui arrivent au niveau du baccalauréat, mais qui ne peuvent pas rentrer à l'université, vous êtes sans solution. Et une des raisons pour lesquelles, à l'heure actuelle, compte tenu de l'éventail des propositions, en effet, notre devoir, et c'était mon sentiment comme président d'université, d'accueillir vraiment tout le monde, c'est que je ne vois absolument pas où ils pourraient aller si je ne les accueille pas. Voilà. Donc ça, il y a un point. Ça, c'était énorme. C'est extraordinairement difficile. En 1966, la première fois qu'on a parlé des IUT, ils sont devenus tout à fait autre chose. La première fois qu'on a parlé des IUT, j'ai relu le discours de celui qui les a présentés. C'était justement, en quelque sorte, des sortes de formations non sélectives qui permettaient par une maïeutique interne les émergences de qualité telles que les gens qui auraient émergé auraient rejoint une grande école ou bien l'université. Et si ce système-là existe, c'est merveilleux. On peut être sélectif pour l'université. Mais évidemment, si on regarde à généraliser, par exemple, le système des UT, qui est excellent d'un point de vue résultat pédagogique, en plus, ils prennent les meilleurs. Alors, mais non seulement ils prennent les meilleurs, mais en plus, les petits cours, le machin, c'est tout à fait idéal. Sauf que, bien évidemment, le coût par étudiant, j'ai dit tout à l'heure, est beaucoup plus élevé qu'à l'université et qu'à l'heure actuelle, notre pays n'a pas les moyens d'y faire face. Je rappelle juste que les IUT appartiennent aux universités. Ouais. Je signale, il est... Mais avec un statut dérogatoire, je te rappelle également. Il est 8h moins 20, nous étions engagés à nous terminer par rapport à certains. Il y avait une dernière question, oui, madame. Non, vous passez votre tour, je vous en remercie. S'il vous plaît. Ah, allez-y. Oui. Ça sera la dernière, s'il vous plaît. Voilà. Jacques Monet, donc je travaille dans le privé, je suis président d'une association sur les maladies rares.
Il y a quelques semaines, le journal Le Monde a fait une double page du thème d'aujourd'hui, le décrochage de la France dans le domaine de la recherche médicale. Et donc, il a mis dans un même sac l'ensemble des intervenants, que ce soit les grands labos privés, au premier rang d'entre eux Sanofi, les institutions publiques, CNRS, INSERM, Institut Pasteur, CEA, les biotech, enfin les start-up, en disant effectivement, alors qu'on était il y a 20-30 ans sur le podium, on est aujourd'hui très loin du podium dans le domaine de la recherche médicale. Comment vous expliquez cette situation dans un domaine où on jouait il y a 20 ou 30 ans un rôle de premier plan? Malheureusement, je n'ai pas lu ces 2 pages du Monde. Et premièrement, il faut reconnaître une chose, c'est-à-dire que le fait qu'il y a eu une émergence très claire de nouveaux pays fait que même si notre niveau avait persisté, on aurait perdu des places, tout simplement parce qu'il y a la Corée du Sud, la Chine, le truc, toute une série de pays qui réellement ont émergé. Le deuxième phénomène qui est relativement important, c'est que prenez Sanofi et prenez d'autres laboratoires. Ce sont des laboratoires qui, en fait, quand on regarde, sont des laboratoires dont l'assise franco-française. Moi, j'ai été directeur scientifique de Rhône-Poulenc-Crorère du temps où Rhône-Poulenc-Crorère existait. Et c'est une chose qui m'a beaucoup frappé, je dois dire, parce que malgré les efforts que je déployais, croyez que je déployais des efforts, je me rappelle très bien à un moment donné, il était question de signer un contrat de recherche pour une recherche qui pouvait en effet, et les qualités me semblaient à peu près équivalentes, être menée à Paris ou à Lyon, peu importe, en France, ou bien à Columbia. Et les tarifs, on va dire, des contrats de recherche possibles étaient de l'ordre de 100 000 € à Paris et de 1,5 million dollars à Columbia. Ils n'ont pas hésité. Ils ont pris Columbia. Donc il y a en plus des espèces de stéréotypes dans l'industrie privée, y compris Rhône-Poulenc-Crorère, c'était réellement français, y compris dans l'industrie française, qui compliquent réellement les choses. Et puis ensuite, les autres phénomènes, c'est un peu ce que je vous ai dit, c'est-à-dire ce dont on a parlé, c'est-à-dire le décrochage en règle générale de la recherche. Il n'empêche que moi j'ai 40 ans d'expérience dans la recherche biomédicale. Quand je regarde aujourd'hui, il faudrait faire une enquête. Quand je regarde aujourd'hui le pourcentage des travaux qui paraissent dans les meilleures revues, on va dire Nature, Science, Cell ou des trucs comme ça, New England, des machins comme ça, avec ce que cela était quand j'ai commencé ma carrière en recherche biomédicale, la place de la France a augmenté, elle n'a pas diminué. Je veux dire, il y a 20 ou 30 ans de cela, en dehors de l'Institut Pasteur, qui avait une école absolument remarquable, dans les universités, dans les laboratoires, on publiait dans BBA, dans CCA, Biochimica, Chimica, Acta, ou des trucs comme ça. Donc je demande à y regarder vraiment de plus près. Je ne nie pas ces phénomènes, mais je me méfie beaucoup, si vous voulez, du déclinisme, par exemple à la Philippe Even, dont ça a été à un moment donné la raison d'être. Merci d'avoir terminé sur cette note de rattrapage. Merci à vous tous d'avoir participé à cette soirée.